Après avoir étudié le paysage et l'horticulture à l'école, nous avons décidé de partir en voyage avec notre camping-car pour découvrir ce qui se fait aujourd'hui en Europe dans le domaine des jardins. Mais pas n'importe lesquels, les jardins utiles, socialement, écologiquement. Nous allons voir si les jardins peuvent changer le monde. Enfin, au moins l'Europe. Dernière visite avant de prendre le ferry pour l'Angleterre. Nous nous trouvons actuellement sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Léon, où nous allons retrouver Pierre da Silva, l'initiateur du jardin des plantes anticancéreuses. Je m'appelle Pierre da Silva et je suis responsable du projet Jardin de plantes anticancéreuses, qui est un projet associatif. En fait, on est une association d'intérêt général. Dans l'association, on a plus d'une centaine d'adhérents, alors que le jardin n'est pas encore ouvert. Donc là, les 2 premières années, 50% du budget, c'était les dons et adhésions, et 50% ça a été la région Bretagne. Et là, en fait, comme le budget maintenant, comme on commence l'aménagement, le budget a forcément explosé. Et du coup, là, c'est quand même beaucoup plus la région et il y a un peu moins les dons et l'adhésion. Mais c'est quand même une bonne aide et on a quand même pas mal de soutien. On est vraiment content que les gens aussi de la région, les riverains, tout le monde soit vraiment dans le projet. Tout le monde est intéressé par le projet et tout le monde est impatient que le jardin ouvre. Ça nous met un peu la pression, mais en même temps, nous, on est contents parce qu'on se dit que les gens sont intéressés. L'idée au départ, elle est venue de Laurent Meyer, qui est directeur de recherche à la station biologique de Roscoff au CNRS. Et l'idée vraiment, c'est de présenter de manière pédagogique et ludique les plantes utiles dans la recherche contre le cancer. On a cherché une commune qui pouvait accueillir un jardin et surtout qui pouvait avoir un terrain intéressant. Et le maire de Saint-Paul nous a proposé plusieurs terrains et celui-là en fait nous a tout de suite plu. Donc on a choisi le terrain que le maire de Saint-Paul nous a proposé. Et c'est un terrain quasiment parfait. L'hiver c'est assez peu exposé au vent. La température descend pas beaucoup. Donc ça c'est très intéressant pour certaines plantes tropicales. Il y a différents reliefs. Il y a aussi beaucoup de rochers, ce qui permet de faire une cascade pour des plantes aquatiques. Il y a des zones d'ombre, des zones très lumineuses, il y a des zones plutôt plates et des zones plus... c'est vraiment, il n'y a que 3800 m², mais en même temps, c'est 3800 m² très bien déjà agencés, et ce qui fait que je pense qu'on pourra vraiment présenter tout ce qu'on veut au niveau de ce terrain-là. C'est le terrain parfait. Alors, ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on espère faire, c'est qu'on voudrait ouvrir au printemps 2013, au maximum en juin 2013. Et ce qu'on aimerait, c'est que le jardin soit ouvert au public et que ce soit participatif. En fait, chacun donne ce qu'il veut. Par exemple, si les gens ont envie de rentrer gratuitement, ils rentreront gratuitement. Et s'ils ont envie de contribuer au jardin, ils pourront donner 2, 3, plus, selon l'envie. Et après, selon aussi ce qu'ils trouvent dans le jardin. Peut-être que certains seront déçus du jardin et ressortiront, ils diront non, on préfère pas donner. Et d'autres seront émerveillés et ils voudront donner peut-être. Je pense que c'est mieux comme ça permet à tout le monde de pouvoir venir voir le jardin. Et comme ça, chacun, selon ce qu'il peut donner. Et en donnant de l'argent, est-ce qu'on peut dire qu'ils aident la recherche contre le cancer? Plus ou moins, puisque finalement le projet présente un peu ce que fait la recherche. Et on aimerait quand même qu'il y ait une partie des plantes qui puissent être étudiées en même temps. Donc ça contribue à l'effort de recherche en permettant la vulgarisation et la présentation de la recherche finalement au grand public. Sachant que tout ce qui peut être donné à l'association est aussi déductible des impôts. 66%. On est soutenu par l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette, à côté de Paris, qui est un institut du CNRS. Ils nous ont aidés financièrement et il y a certains personnels scientifiques de cet institut qui nous aident aussi pour la définition des plantes et pour trouver aussi les mécanismes d'action des molécules issues des plantes. On est plus en collaboration avec le jardin exotique de Roscoff. Ils nous ont aidés aussi ils nous donnent quelques plantes. En fait, comme il y a pas mal de plantes tropicales dans
Le total des plantes, bah oui, eux ils en ont quelques-unes très intéressantes. Donc ils nous aident aussi, comme c'est un jardin qui tourne déjà plutôt bien, ils nous donnent des idées ou plus sur la gestion, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment bien qu'ils ne prennent pas notre projet comme une concurrence, mais vraiment comme un projet ami, et du coup de dire bah, c'est super bien qu'il y ait un autre jardin, ils nous aident aussi. On est en collaboration aussi avec le Conservatoire botanique de Brest, qui va nous aider aussi à récupérer certaines plantes. La première catégorie, c'est les plantes utilisées en chimiothérapie. Donc ce sont des plantes dont on extrait une molécule. Et avec cette molécule, on peut faire certaines modifications pour qu'elle soit moins toxique et plus efficace, pour arriver à créer un médicament qui sera après mis sur le marché. Donc, parmi ces plantes-là, il y a la pervenche de Madagascar, dont la molécule est la vincristine et la vinblastine. Et ça fait un médicament qui est utilisé contre le cancer du sein. En fait, l'application au départ, historiquement, c'était utilisé ça avait un effet, c'était contre la faim en fait. Ça permettait de ne plus avoir faim, c'était un coupe-faim. Les gens, c'était des Polynésiens, ils mâchaient les feuilles de pervenche de Madagascar quand ils faisaient de longs trajets en pirogue. Ils mâchaient la pervenche de Madagascar pour éviter d'avoir faim. En fait, la plante est quand même plus ou moins toxique, donc c'est un peu ambigu l'utilisation qui était faite avant. Et on lui trouvait des propriétés antidiabétiques. Et quand dans les années 60-70, on a fait des tests sur la pervenche de Madagascar, on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas du tout antidiabétique. C'est juste que comme elle coupe la faim, les gens mangeaient moins, du coup, ils avaient moins de glycémie. D'accord. Et du coup, en fait, voilà, c'est un moyen détourné. Finalement, ça n'a pas du tout d'action vraiment direct sur la glycémie. Et il y a une autre plante qui est aussi intéressante, c'est le lif. Au départ, les premières recherches qui ont été effectuées, c'était sur l'if du Pacifique, Taxus brevifolia. Et on a extrait une molécule très intéressante, le taxol. Et en fait, un chercheur français de l'Institut de chimie des substances naturelles, s'appelait Pierre Potier, qui a découvert une nouvelle molécule issue de l'if européen, et en fait qui était beaucoup plus facile à synthétiser pour éviter d'utiliser en fait l'arbre. Parce que souvent, en fait, quand on utilise une plante pour faire une molécule, le plus simple c'est de prendre la plante et d'extraire, mais prendre la plante ça indique d'utiliser complètement la plante. Et il a découvert en fait que dans les aiguilles de l'if européen, on pouvait extraire une molécule qui pouvait être modifiée pour faire une nouvelle molécule plus efficace et moins toxique. Du coup, ce médicament a été beaucoup plus intéressant et c'est plus écologique en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment la pervenche de Madagascar et l'if, c'est vraiment deux plantes emblématiques de la recherche contre le cancer. C'est vraiment les deux médicaments les plus vendus dans le monde pour guérir du cancer. Et l'if, il a quelle action Alors l'if, en fait, la molécule, le taxol et l'autre molécule, le taxotère, en fait, elles vont agir dans la cellule, elles vont bloquer la division cellulaire. Ce qui fait qu'en fait, la tumeur, c'est un amas de cellules qui se divise de façon anarchique. Il n'y a plus aucun contrôle, en fait. Ce qui fait que ça va grandir, ça va grossir. Et en fait, l'action du taxol et du taxotère, ça va être de bloquer cette division pour que en fait, la tumeur va arrêter de grossir. Et le fait de bloquer en fait, la division, la cellule, elle va plus pouvoir se diviser et elle va en fait s'autodétruire. À une très forte dose, même quelque chose de très bon pour la santé va devenir toxique. Si c'est à trop faible dose, ça n'aura aucun impact. C'est comme les plantes qu'on veut présenter en prévention. Si par exemple on fait le chou-fleur est très intéressant, le brocoli est très intéressant, mais si on mange que du brocoli, on va manquer de tellement d'autres nutriments que finalement ça n'aura plus d'action bénéfique sur le corps humain. Donc c'est justement arriver à trouver un équilibre dans l'alimentation pour arriver à utiliser les plantes qui sont intéressantes et en même temps garder un certain équilibre avec l'apport nécessaire pour bien grandir et pour bien se développer. Après les autres catégories de plantes, c'est les plantes qui sont en cours d'étude. Ça c'est les plantes qui sont
dont la molécule n'est pas encore en médicament, mais qui sont déjà en phase quand même d'études, on appelle ça les phases cliniques, qui sont pour l'instant étudiées soit sur les rats ou qui sont étudiées sur les humains pour voir les effets, si ça a des effets secondaires ou pas. Et pour justement arriver à la bonne dose et la bonne efficacité. Pour éviter qu'à la fin le médicament soit retiré du marché au bout de quelques mois parce qu'en fait il est beaucoup trop toxique et que les gens ont trop d'effets secondaires. Ça, c'est ça qui prend vraiment le plus de temps et qui coûte aussi beaucoup d'argent. C'est un peu la phase critique finalement de la molécule. Il y a énormément de molécules très intéressantes et qui ne pourront jamais devenir des médicaments parce qu'elles sont pas, soit parce qu'elles ne sont pas solubles, du coup on ne peut pas les mettre en solution, on ne peut pas les injecter ou les mettre sous forme orale, c'est très compliqué. Et il y a des molécules qui ont besoin d'être en très forte dose pour être actives, mais du coup elles vont être trop actives, aussi trop toxiques sur les cellules. C'est quand même assez compliqué. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est certaines plantes dont une molécule est intéressante pour l'instant, où il n'y a peut-être pas encore trop d'études, peut-être des plantes qui seront intéressantes dans le futur, et des plantes qui sont intéressantes vraiment dans l'immédiat, qui vont faire un médicament dans très peu de temps, et qui sont vraiment un potentiel, un vrai potentiel. Et dans ces plantes-là, il y a le curcuma longa qui est très intéressant, parce que en fait, finalement, les catégories sont quand même un peu les unes dans les autres parce que curcuma longa, c'est très intéressant au niveau scientifique pour les études sur un médicament, mais c'est également très bon pour la santé en tant qu'épice. Donc c'est une double importance finalement dans le jardin. Il faudra lui trouver une bonne place dans le jardin si on veut faire par catégorie. Et certaines plantes seront entre deux catégories. C'est pareil, le brocoli, il y a des molécules intéressantes qui peuvent éventuellement faire des médicaments, mais en même temps la plante en elle-même est très bonne aussi, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des plantes très très intéressantes pour toutes les applications. Et l'if et la pervenche de Madagascar, ce sont des plantes qu'il ne faut surtout pas consommer, parce que ce sont des plantes très toxiques. Il y a une autre catégorie de plantes, c'est les plantes qui sont utiles pour contrer les effets secondaires des chimiothérapies. Et ça, c'est tout ce qui est les plantes qui vont permettre justement des plantes antinauséeuses ou des plantes qui permettent de contrer tous les effets finalement, antioxydants, tout ce qui permet justement toutes les plantes immunostimulantes aussi. Et du coup, ça fait vraiment énormément de plantes. Dans cette catégorie-là, on va essayer de vraiment sélectionner celles qui sont vraiment utilisées plutôt en clinique, par exemple. Le jardin, la thématique, c'est quand même des plantes anticancéreuses. Et il y a peut-être un message plus général de préserver l'environnement, de montrer que n'importe quelle plante peut être utile. Donc éviter de tout détruire non plus. Si on se dit par exemple qu'il y a certaines mauvaises herbes, le trèfle par exemple peut être utile dans la lutte contre le cancer. Certains peuvent le considérer comme une mauvaise herbe, dire non, par exemple si le jardin était recouvert de trèfle blanc, moi je serais content parce que c'est une plante intéressante. Mais d'autres diraient non, c'est une mauvaise plante, il faut l'enlever, il faut l'éradiquer, il faut utiliser des produits pour la. Voilà, je suis pas d'accord. Il faut que je dise aussi qu'on est subventionné par la région Bretagne. Il faut le mettre parce que nous aide bien. En fait, c'est le premier jardin en Europe, mais c'est juste parce qu'on n'est pas sûr que ce soit dans le monde.